Bonjour à tous. Pour les personnes qui sont connectées, est-ce que vous pouvez utiliser le chat pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous voyez bien la présentation, s'il vous plaît? Génial, très bien. On va attendre une minute ou deux que les personnes attendues se connectent. Parfait. Donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez utiliser l'outil du chat pendant que je parle pour éventuellement faire des commentaires s'il y a des problèmes techniques. S'il y a des questions, il y a un petit outil questions en bas à droite que vous pouvez utiliser pour noter les questions auxquelles je pourrai répondre à la fin. Bonjour à tous. Il est 13 heures, je vais pouvoir commencer. Donc, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver qu'il y a un outil de chat en bas à droite que vous pouvez utiliser pour faire des commentaires si jamais il y a un problème technique ou pour interagir entre vous. Si vous souhaitez poser une question, je vous invite à la poser dans le petit point d'interrogation, poser une question. Elle sera posée sous forme anonyme et du coup, on garde le dernier quart d'heure de la présentation pour répondre aux questions spécifiques. Moi, dans le chat, je vous envoie à l'instant un questionnaire que je vous invite à remplir à la fin de la présentation. Je l'envoie déjà, j'essayerai de repenser à le renvoyer à la fin et de ne pas oublier qu'il y a un questionnaire pour, bah voilà, pour faire vos commentaires sur la présentation. La présentation, donc là, il y a un certain nombre de participants qui sont arrivés. Tout le monde va arriver au fur et à mesure, mais je vais essayer de commencer pour pouvoir respecter le timing. Donc, je vais suivre la présentation. Il y a une personne qui dit qu'elle a un problème de son. Je pense que c'est chez cette personne. Je ne sais pas si les autres entendent bien. Donc n'hésitez pas à me faire un signe parce que moi j'ai pas de je vois pas en fait je sais pas si vous m'entendez ou pas. Donc je vais débuter. Donc aujourd'hui c'est une conférence sur la problématique de l'automédication et de la dépendance pharmacologique. Donc c'est une conférence que j'ai voulu en deux parties. Une première sur l'automédication en elle-même, ses bénéfices, ses avantages, l'utilisation qu'on peut en faire et ses limites parfois. Et une seconde partie sur les dépendances médicamenteuses qui sont un des risques de l'automédication. On verra dans certains cas bien particuliers. Bien sûr, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. J'en profite pour me présenter. Donc moi, je m'appelle Clémence Le Goupil, je suis médecin de santé publique et médecin addictologue et tabacologue. Je travaille au quotidien dans une clinique de sevrage en addictologie. Et je pratique également en tant que médecin de santé publique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin si vous avez des questions qui peuvent être sur la présentation ou un petit peu plus large. Donc, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et je suis très contente d'être avec vous pour en parler aujourd'hui. L'automédication, c'est une situation actuelle qui est utilisée par chacun d'entre vous. Hein. Qui n'a jamais pris un Doliprane dans son placard parce qu'il a de la fièvre? C'est tout simplement l'utilisation de médicaments sans ordonnance. Donc ça peut être les médicaments qu'on a dans son placard, la trousse à pharmacie classique, ou des médicaments qu'on appelle over the counter, donc derrière le pharmacien dans la pharmacie. L'automédication, on n'est pas tout seul face à son traitement. On a le conseil du pharmacien, on peut avoir le conseil des notices, des sites de vulgarisation médicale, etc. Et ça concerne 8 personnes sur 10, donc disons quasiment tout le monde. L'usage de médicaments sans ordonnance, l'achat de médicaments sans ordonnance, c'est un quart des passages en pharmacie. Un quart des personnes qui rentrent dans une pharmacie vont acheter un médicament, donc un médicament qui aura eu une autorisation de mise sur le marché,
qui a un effet avec un principe actif il l'achètera sans ordonnance. Pour vous donner une petite idée, au niveau du marché des médicaments, c'est 8% des marchés des médicaments qui sont considérés comme étant des médicaments d'automédication, c'est-à-dire sans ordonnance. Pour les plus connus, on pense au Doliprane, on peut penser aux anti-inflammatoires comme l'ibuprofène qui peut être réutilisé, des médicaments contre la toux, des pastilles, etc. L'automédication pour l'arrêt du tabac, etc. L'automédication, encore une fois, elle inclut le conseil du pharmacien. Donc c'est important, même si on n'achète pas forcément dans cette pharmacie, de solliciter le conseil du pharmacien pour savoir si c'est bien une situation qui relève de l'automédication ou qui nécessite une consultation médicale. Un médicament, c'est une molécule active qui a reçu une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire dont les rapports bénéfices et risques ont été évalués par une commission et donc on a évalué que ce médicament pouvait effectivement être acheté sans ordonnance et sans examen médical. J'en profite pour faire une petite aparté. Je vois qu'il y a des gens qui posent des questions d'addictologie. Je vous invite à les poser sur l'onglet questions qui est à côté du chat avec un petit point d'interrogation. Comme ça, on répondra à la fin sur le dernier quart d'heure de formation. Sinon, elles vont être effacées dans le chat. Donc encore une fois, l'automédication, c'est un outil, d'autant plus aujourd'hui en raison des limitations de recours aux soins, des listes d'attente ou en tout cas des temps d'attente importants qu'il peut y avoir pour consulter un médecin généraliste et des déserts médicaux qu'il y a dans de nombreuses régions. Donc effectivement, c'est un très bon outil et c'est important de savoir aussi s'automédiquer quand c'est indiqué. Et elle peut être faite parfaitement en toute sécurité, tout simplement pour des pathologies qui sont bénignes. On pense à de la fièvre, sur une infection, sur un rhume, une contusion sans fracture ou sans entorse, un épisode digestif, une gastro-entérite. Voilà, tout ça, c'est des situations qui, en l'absence de gravité, sont tout à fait traitables par automédication. Par définition, il faut que ce soit sur une courte durée. Si la problématique de santé qui est concernée par l'automédication, elle ne dure plus de 3 à 5 jours, on est sur une problématique plus complexe et à ce moment-là, il faut consulter. En respectant les précautions d'usage, bien entendu. Donc, dans tous les médicaments que vous pouvez utiliser et acheter sans ordonnance, il y a une notice avec les contre-indications, les effets indésirables qui peuvent être fréquents ou graves. Le pharmacien, encore une fois, il est de bons conseils dans ces cas-là. Et notamment si vous prenez d'autres traitements ou si vous avez des problématiques de santé ou des allergies, c'est le pharmacien qui devra évaluer si ces traitements n'interagissent pas entre eux. L'automédication, on parle des médicaments qu'on peut avoir en pharmacie, mais il faut aussi penser à l'automédication qu'on utilise quand on a des choses dans son armoire à pharmacie. Et là, le pharmacien, il n'est pas là. Parfois, la notice, elle n'est pas avec le médicament. Donc, on peut avoir des questionnements auxquels on n'a pas de réponse. Il ne faut pas hésiter à aller chercher sur Internet, mais sur des sites validés comme le Vidal, la base de données publique européenne des médicaments qui reprennent toutes les interactions et tous les événements indésirables. Encore une fois, les médicaments d'automédication, ils sont différents des médicaments qu'on a déjà utilisés sous prescription médicale et qu'on a tendance à réutiliser. Je pense par exemple aux antibiotiques. Quand on a un antibiotique qui a été prescrit, par exemple, pour une infection dentaire et qu'il en restait dans la boîte et qu'on le met dans notre armoire à pharmacie, si on a une deuxième infection dentaire, on peut avoir tendance à se retourner vers cet antibiotique, alors qu'il faudra quand même une réévaluation parce que les antibiotiques ne sont jamais des médicaments d'automédication. Une autre façon de faire de l'automédication, c'est ce qu'on appelle le partage de traitement. Donc ça, c'est la mode de pensée. Ça a marché pour moi, ça va marcher pour toi. Donc parfois ça marche, bien sûr, hein, il y a des choses très bénignes, mais encore une fois, chaque personne est différente, chaque personne a des antécédents différents, des interactions médicamenteuses différentes. Quand quelqu'un nous sollicite pour un conseil de santé, on ne connaît pas forcément ses allergies, les autres traitements qu'il fait, parfois il n'a pas envie de nous le dire. Donc dans tous les cas, effectivement, ce qui a marché pour moi ou ce qu'on m'a conseillé comme automédication n'est pas forcément la même chose pour mon voisin, mon cousin ou encore plus un enfant qui n'a pas le même métabolisme, c'est pas les mêmes doses, une femme enceinte qui n'aura pas les mêmes contre-indications médicamenteuses ou quelqu'un qui a des allergies, d'autres problèmes de santé comme par exemple une personne plus âgée. Le partage de traitement, donc faire très attention. Et enfin, l'achat de médicaments en ligne.
Donc il y a des médicaments qui sont disponibles sans ordonnance en ligne, mais qui ne le sont pas en pharmacie. Tout simplement, si vous allez dans des sites étrangers, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Si vous allez sur des sites belges, vous pouvez obtenir des médicaments qui sont sous ordonnance en France. Et à ce moment-là, du coup, c'est plus de l'automédication, c'est de l'usage hors autorisation sur un autre pays. Et donc, les risques ne sont pas les mêmes. Puisqu'on en est là, les risques de l'automédication, c'est quoi? Encore une fois, quand on l'utilise en toute sécurité sur des pathologies peu graves, sur une courte durée et en respectant les précautions et les interactions, les risques y sont très faibles. Par contre, si on sort de ce cadre-là, il existe un risque d'échec thérapeutique, c'est-à-dire on a une maladie, on la traite avec un traitement qui ne fonctionne pas et du coup ça peut entraîner une aggravation de la maladie ou un retard de la prise en charge. Typiquement, je prends l'exemple de si j'ai une infection dentaire et que je réutilise un antibiotique qu'on m'a déjà prescrit. Cet antibiotique, si ça se trouve, il est plus efficace. Comme je l'ai déjà eu, j'ai créé des résistances et donc l'infection peut s'aggraver, se transformer en abcès ou alors être pris en charge trop tard et donc devoir être pris en charge de façon chirurgicale alors qu'en fait, à la base, on aurait pu le traiter avec un autre antibiotique. Pareil, si j'ai une douleur abdominale où je pense être une gastro-entérite et qu'en fait c'est l'appendicite, si je traîne trop, je risque de devoir avoir une prise en charge qui sera plus grave. Il y a des échecs médicamenteux qui peuvent être graves. Si je prends un anti-inflammatoire quand j'ai de la fièvre, ça peut masquer la fièvre et aggraver l'infection. Et à ce moment-là, on s'expose à des retards, et une infection plus grave, une nécessité d'hospitalisation. Donc il y a des interactions médicamenteuses ou des contre-indications pour lesquelles il faut faire très attention. Pour les interactions médicamenteuses, typiquement, si vous avez un traitement qui comprend un traitement de fond qui comprend des médicaments, par exemple cardiovasculaires, des antihypertenseurs, des anticoagulants, des médicaments qui diminuent l'immunité, à ce moment-là, il faut faire très attention quand on utilise l'automédication, parce que des médicaments qui pourraient être anodins chez quelqu'un qui n'a pas de traitement peuvent créer des interactions importantes. Les effets secondaires, donc tous les médicaments ont des effets secondaires. À partir du moment où on a un principe actif, il y a un effet secondaire. Des médicaments qui peuvent nous paraître inoffensifs et qui le sont dans la grande majorité des cas peuvent en avoir. On pense typiquement au paracétamol, qui est un médicament d'usage courant, qui peut avoir des effets secondaires, notamment au niveau du foie, s'il est utilisé en trop grande quantité. Et enfin, pour des médicaments qui sont soit achetés sur Internet, soit donnés de personne à personne en fonction de ce qu'il y en a dans l'armoire à pharmacie, il peut y avoir des produits qui sont périmés, défectueux ou encore contrefaits. C'est extrêmement fréquent sur les produits qui sont achetés sur Internet dans des sites à l'extérieur de la France où il n'y a pas de suivi de la qualité de ces médicaments. Donc ça, c'est l'automédication en elle-même, en toute sécurité et ses risques. Pourquoi on s'automédique en France? Donc on va revoir les mêmes pathologies. Finalement, c'est le rhume, hein, j'ai mal à la tête, j'ai un rhume, j'ai le nez bouché, mal à la gorge, la toux. Tout ça, c'est des pathologies où effectivement, on va plutôt se tourner vers notre pharmacie de quartier, prendre du Doliprane, prendre un médicament qui va être un décongestionneur nasal, etc. Et puis ça passe en 3 à 5 jours. Tout ce qui est les infections virales du niveau digestif, la gastro-entérite typiquement. Donc ça, c'est les deux plus grandes pathologies qu'on peut voir. On peut voir aussi les douleurs musculaires, des contusions, des courbatures, des torsions légères qui ne sont pas au stade d'entorse, les douleurs articulaires chroniques ou aiguës, donc les rhumatismes, l'arthrose, etc. Encore une fois, là, ça peut être intéressant d'avoir un antidouleur pour dépanner de façon en automédication, mais ce qui est intéressant, c'est aussi que cette automédication, elle permette de temporiser avant de consulter un spécialiste pour avoir un traitement de fond. D'autant plus que les médicaments d'automédication sont des médicaments pour des pathologies bénignes et que c'est pas parce que l'antidouleur en automédication ne fonctionne pas que votre médecin n'aura pas quelque chose de plus efficace à vous proposer. Les douleurs dentaires, c'est un grand motif d'automédication, tout simplement parce que c'est des douleurs qui font extrêmement mal et que c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez le dentiste dans les 48 heures à 72 heures et que vivre avec une carie ou avec un abcès dentaire pendant 72 heures, c'est très pénible. Et à ce moment-là, c'est très intéressant de demander conseil au pharmacien
parce qu'il y a des antidouleurs spécifiques au niveau local ou au niveau général qui peuvent être conseillés par votre pharmacien. Et puis après, il y a tous les petits problèmes du quotidien, les manques de vitamines, les troubles digestifs comme des diarrhées ou une constipation chronique, des problèmes de peau, de l'acné, etc. Les problèmes de sommeil qui reviennent beaucoup, bien sûr, c'est une préoccupation importante. Encore une fois, si on a des problèmes de sommeil ou des problèmes d'humeur qui persistent, qui durent plus de 5 jours, plus d'une semaine, ça vaut le coup d'aller consulter un médecin qui peut prescrire des traitements les plus adaptés. Et enfin, des problèmes de pied, on les connaît tous, les ampoules, les verrues, etc., qui peuvent être réglés avec des médicaments qui sont délivrés en pharmacie. Un peu plus loin que l'automédication, parmi ces risques, il y a ce que j'en appelle le mésusage, c'est-à-dire j'utilise le médicament, donc le principe actif, mais détourné de son usage ou alors dans un mauvais usage. Pour nous, en tant qu'addictologues, le mésusage, c'est le premier pas pour certaines molécules vers le risque de dépendance. Quand est-ce que je mésuse d'un médicament? Quand j'en modifie tout simplement la dose, la durée ou l'indication. Donc ça peut aller assez vite, c'est-à-dire que je prends un antidouleur, il n'est pas efficace, eh bien j'essaye d'en prendre une dose plus forte parce que ça paraît logique effectivement. Si ça me soulage pas ou pas assez, si j'en prends plus, probablement que ça me soulagera mieux. Du coup, là, on s'expose à une toxicité directe. Si je prends trop de paracétamol, j'ai un risque de défaillir au niveau du foie, voire même de devoir être hospitalisé, devoir pris en charge. Ça peut aller jusqu'à la greffe de foie. Alors que si j'avais consulté un médecin, j'aurais pu avoir un traitement plus efficace. Donc le mésusage, c'est prendre une dose plus forte en cas d'inefficacité, raccourcir ou rallonger le traitement. Mon antibiotique est efficace, il a été prescrit une semaine, je le prends 5 jours parce que j'en ai marre. Ça entraîne un risque de résistance médicamenteuse et de moindre efficacité la prochaine fois. Ou alors, je m'automédique avec un antidouleur, mais dès que je l'arrête, et bah du coup j'ai à nouveau mal. Du coup, je continue à le prendre de façon indéterminée. À ce moment-là, je ne vais pas consulter parce que l'antidouleur va me soulager, mais du coup, je n'aurai pas mon diagnostic et je ne vais pas traiter la cause de ce qui est douloureux derrière. Et alors, ce qui arrive souvent à la maison, en famille, faire des diagnostics de rapprochement. J'ai eu une pathologie qui ressemblait vaguement à la tienne, j'ai pris ça, prends-le, ça va aller aussi. Et donc là, effectivement, on s'expose soit à une efficacité, soit à un risque d'aggravation, soit à une interaction médicamenteuse. Tout ça, c'est du mésusage, ça veut dire j'utilise mal le médicament. Ça arrive, hein, c'est pas forcément dramatique, mais c'est des points sur lesquels il faut être vigilant. Encore une fois, à partir du moment où je partage mon traitement, je ne connais pas mon proche, je ne peux pas utiliser ce traitement chez un enfant, une femme enceinte ou une personne très âgée et la personne ne va pas forcément me communiquer ses allergies, ses antécédents, ses problèmes de santé ou même le fait qu'elle est enceinte, on ne sait pas forcément tout ça. Donc il faut être très vigilant quand on sort du cadre strict de l'automédication. Je vous parlais du mésusage en vous disant que pour nous, c'était souvent le mode d'entrée vers une dépendance pharmacologique. Un médicament n'est pas forcément un risque de dépendance. Les médicaments qui peuvent entraîner une dépendance, c'est les médicaments qui agissent sur le circuit de la récompense dans le cerveau, qui est le circuit qui active le mécanisme de la dépendance. Absolument pas tous les médicaments peuvent agir sur ce circuit. Certains en particulier sont plus à risque que d'autres et on va en parler. Encore une fois, tous les médicaments comme les antibiotiques, la majorité des antidouleurs, etc., n'agissent pas sur ce cycle. Mais effectivement, à partir du moment où on va sortir du cadre pour un médicament, il faut être vigilant par rapport à ce risque. La dépendance pharmacologique, c'est quoi? C'est la dépendance à un médicament. Il y a une définition qui est très bien. Donc la dépendance, c'est quelque chose qui a un effet sur tous les aspects de la vie. Quand on est dépendant, quel que soit le produit, quel que soit le comportement. Je voyais quelqu'un qui parlait des écrans, du sport, des jeux, de l'alcool, de la cocaïne, des médicaments comme on va en parler. Au niveau de notre cerveau, le mécanisme, il est le même, quel que soit le produit ou l'absence de produit. C'est ça qui est très intéressant. Chimiquement, électriquement dans mon cerveau, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que je vais avoir un comportement et des phénomènes intellectuels et psychologiques qui vont être centrés sur le produit ou l'usage du comportement.
Et dans le cas de notre sujet d'aujourd'hui, la dépendance médicamenteuse, ça veut dire que je vais être, pour faire simple, obsédée par l'utilisation de ce médicament, que ça va devenir un sujet principal de ma vie, prioritaire, que je peux avoir des éléments qu'on appelle le désir obsessionnel de se le procurer, de prendre la substance et de rechercher l'effet. La définition, elle est assez classique, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler. J'aime beaucoup la représentation par dessin que j'ai mis en dessous. On voit le produit, que ce soit l'alcool, que ce soit un médicament, que ce soit tout à fait autre chose, qui au début fait partie de ma vie. On le voit en petit point noir. Je continue de mener mes activités, mon travail, ma famille, ma vie sentimentale, ma sexualité, mon alimentation, mon sport et mon loisir. Quand on a le petit point noir comme on voit à gauche, on est sur un usage d'un produit. On peut utiliser de l'alcool et qui reste du coup dans notre quotidien. Et quand on entre dans la dépendance, vous voyez les flèches, le produit se met à prendre de plus en plus de place il grossit et jusqu'à se superposer et prendre la place d'autres activités de ma vie. Et c'est là qu'on peut dire qu'on est entré dans la dépendance. Il va y avoir un retentissement sur mes activités, sur mon travail, sur ma vie de famille, sur mes finances. Et à partir du moment où il y a un retentissement et ça pose une problématique, soit à moi, soit à mes proches, soit à mon travail, et du coup, on peut considérer qu'on est rentré dans la dépendance. Et à ce moment-là, on peut agir en utilisant tout ce qu'on sait faire sur la dépendance. J'en profite, je vois qu'il y a des gens qui posent des questions sur le chat. Donc le chat, n'hésitez pas à l'utiliser pour réagir en temps réel. Mais si vous avez des questions, je répondrai à la fin et utilisez l'onglet questions qui est en bas à droite. Comme ça, elles ne seront pas effacées. La dépendance pharmacologique, donc la dépendance médicamenteuse, elle n'arrive pas à tout le monde. Elle n'arrive pas si je prends un médicament, quel qu'il soit, même si je prends un médicament à risque, je ne risque pas forcément d'entrer dans la dépendance. Il y a des milliers de gens qui utilisent de la morphine au quotidien parce qu'ils ont des douleurs. Ils vont pas devenir dépendants aux opiacés, mais elle peut être favorisée par un terrain qu'on appelle à risque. Et ce terrain, on dit que c'est une triade physique, biologique et psychosociale. On peut parler de terrain de la dépendance. Et ce terrain de la dépendance, il peut être favorisé par des facteurs génétiques. On sait qu'il y a des gènes qui prédisposent à la dépendance. Ça ne veut pas dire que si on a ce gène, on sera forcément dépendant, mais ça veut dire que c'est un facteur de risque. Il y a des facteurs sociaux qui prédisposent à la dépendance, typiquement les difficultés de vie, les traumatismes ou la maltraitance dans l'enfance, les problèmes financiers, des deuils, des difficultés dans sa vie au quotidien, des troubles de la personnalité ou des troubles psychiatriques sous-jacents. Et également des facteurs psychologiques qui sont quand même fortement intriqués avec les facteurs sociaux, qui sont les troubles de la personnalité, la dépression, le trouble anxieux, des troubles post-traumatiques. Et effectivement, quand ces 3 facteurs de risque sont présents chez quelqu'un, ça peut être à un moment de sa vie ou ça peut être toute sa vie, et qu'on ajoute une substance qui est à risque de problème, une substance qui agit sur le cerveau, sur le mécanisme de la dépendance et donc qui est à risque de dépendance, et on se retrouve dans un terreau propice à créer une dépendance et il faut être extrêmement vigilant. Donc la dépendance, je vous ai présenté rapidement ce que c'était. On pourrait en parler pendant des heures et ce serait avec grand plaisir. On va essayer de se concentrer sur la dépendance pharmacologique, donc la dépendance aux médicaments. Il y a des médicaments qui sont particulièrement à risque d'abus ou de dépendance. L'abus, ça veut dire que je fais un mésusage de mon médicament, j'en utilise trop longtemps, pas pour les bonnes indications, mais je n'ai pas forcément encore les critères de la dépendance. Et la dépendance, c'est quand ça prend toute la place dans ma vie et qu'il y a des conséquences sur mon travail, sur mes proches, sur mes finances, sur ma santé. À partir de là, on peut considérer qu'on est dans la situation de dépendance. Si bien sûr, j'essaye d'arrêter, je n'y arrive pas, ou en tout cas, je n'ai pas la volonté, ou j'ai la peur d'arrêter. Les médicaments qui sont à risque de dépendance, c'est les médicaments qui agissent sur le système nerveux central, donc sur mon cerveau. C'est des substances qu'on dit psychoactives. Elles vont agir directement sur mes neurones. C'est les antidouleurs, donc les antalgiques,
les médicaments somnifères, qui par définition agissent sur mon cerveau vu qu'ils vont me sédater, ils vont me faire dormir. Les médicaments qu'on appelle des anxiolytiques ou des calmants qui sont appelés les benzodiazépines et les apparentés benzodiazépines. Et les antidouleurs de classe morphinique, donc les opiacés, le tramadol, la morphine, et les médicaments qui servent à se substituer aux opiacés, quand on est déjà dépendant à la morphine par exemple, la méthadone ou le Subutex. Donc ça, c'est des médicaments qui sont très à risque, qui agissent sur le système nerveux central et avec lesquels il faut faire preuve d'une certaine vigilance. Si vous en avez déjà vu, c'est des médicaments qui sont prescrits sur des ordonnances qu'on dit sécurisées, qui sont au maximum de 28 jours, qui sont censés être inviolables, incopiables et justement protégés pour ce type de médicaments. Il y a d'autres médicaments qui peuvent être utilisés de façon détournée et qui sont pas forcément à risque de dépendance, mais qui sont à risque de mésusage. C'est tous les médicaments qui vont être utilisés principalement pour maigrir, les diurétiques qui font uriner, les laxatifs qui font aller aux toilettes, les antibiotiques, les antidiabétiques pardon, qui peuvent faire maigrir artificiellement, et les hormones thyroïdiennes qui peuvent aussi être utilisées pour perdre du poids. C'est des médicaments qui peuvent être obtenus et utilisés pour un usage autre que ce pourquoi ils sont prévus au début. Et donc, je vous laisse imaginer les risques sur la santé qu'il peut y avoir quand on prend un médicament qui est fait pour traiter une pathologie qu'on n'a pas. La dépendance, c'est un problème majeur de santé publique. Donc moi, en tant que médecin santé publique et addictologue, c'est vraiment deux priorités importantes. Cette dépendance aux psychotropes, elle est d'autant plus un problème que c'est des médicaments qui sont prescrits, qui sont vendus, qui ont des indications, donc qui ont un rôle, mais qui sont dangereux quand ils sont utilisés en dehors de leur rôle. Donc, toutes ces notions dont on a parlé, l'abus, l'usage à risque, l'usage nocif, le mésusage, c'est tous les usages qui sont en dehors des recommandations. Et les recommandations de ces traitements, c'est la façon dont le médecin les prescrit initialement. C'est des médicaments qui ne doivent pas être réutilisés, qui ne doivent pas être traités, qui sont extrêmement dangereux s'ils sont utilisés en dehors des recommandations. Une recommandation, c'est la durée du traitement, l'indication du traitement, la dose du traitement et le suivi médical qui est ensuite. Si on me prescrit un somnifère parce que j'ai eu un traumatisme de vie, c'est pas pareil que si je le passe à mon cousin qui a un examen demain et qui a besoin de bien dormir. L'usage à des fins détournées, c'est quand j'utilise mon traitement pour autre chose. Si on m'a prescrit des anxiolytiques parce que je traversais une phase difficile, que j'ai pas tout utilisé et qu'il m'en reste et que je décide d'amener la boîte pour faire une fête et encourager mes amis à se défoncer, c'est effectivement un médicament, mais on est dans un usage détourné parce que c'est pas du tout celui qui était suivi par les recommandations. Et à partir du moment où on utilise un médicament en dehors de ces recommandations, il y a un risque fort d'avoir des conséquences médicales sur la santé ou sociétales. Il peut y avoir des accidents de la voie publique, il peut y avoir des agressions. Un médicament avec un effet psychoactif, c'est un médicament qui va nous faire dormir, qui va nous sédater, qui peut rendre la personne dans un état second et lui faire des choses dont elle ne se rappellera plus ou dont elle n'a pas la volonté. Donc c'est des médicaments qui sont extrêmement à risque. Et la dépendance, c'est quand on utilise ce mésusage et qu'on a l'impossibilité d'arrêter malgré les conséquences. On peut être dépendant même si on n'a pas utilisé ce médicament avec un usage détourné, c'est-à-dire que même si on a respecté toutes les règles et que le traitement a été bien prescrit et bien suivi, il peut y avoir une problématique de dépendance. Donc ça, c'est pas forcément inquiétant, ça veut juste dire qu'il faudra faire attention quand on arrêtera le médicament et le sevrer progressivement pour pas qu'il y ait de syndrome de manque. On peut le voir par exemple s'il y a ce qu'on appelle un effet de tolérance. Typiquement, ça arrive beaucoup avec les somnifères ou avec les anxiolytiques de type benzodiazépine, tous les médicaments qui finissent par PAM. On va avoir besoin d'en utiliser de plus en plus pour avoir l'effet. Je fais des crises d'angoisse, je prends un anxiolytique, ça me soulage. Au bout d'un mois, je vais avoir besoin d'en prendre 2 quand la crise vient, parce que du coup, mon cerveau se sera habitué à l'anxiolytique et il aura besoin de plus pour pouvoir être soulagé. Le syndrome de sevrage, ça veut dire quand j'ai pas le médicament, je me sens moins bien, les symptômes reviennent d'une façon envahissante. Ça marche beaucoup pour les somnifères. Je prends un traitement pendant 1 mois.
je me dis: «C'est bon, ça va mieux», j'essaye d'arrêter et en fait, mes nuits sont encore pires qu'avant. Ça fait partie du sevrage. La plupart du temps, c'est un mauvais moment à passer pendant 2 à 3 jours, mais effectivement, si ça m'empêche d'arrêter le médicament, c'est que du coup, mon cerveau, en tout cas, est devenu dépendant à ce médicament. Et enfin, le craving, qui est un terme en addictologie, qu'on appelle l'envie irrépressible de consommer. C'est souvent ce qu'on voit dans le sens où je n'ai pas l'impression que je sois dépendant. Ce traitement, il m'a été prescrit pour mon médecin. Et au bout de quelques mois d'usage, je me rends compte qu'il faut que je le prenne, que c'est très important. Et sinon, je me sens vraiment très mal. J'ai des syndromes de sevrage et des pulsions vers la prise de ce médicament. On a parlé de ces médicaments qui étaient plus à risque de dépendance, donc les substances psychoactives. Je fais un focus encore plus précis sur les benzodiazépines, qui sont des médicaments anxiolytiques, donc faits pour calmer l'anxiété, des médicaments sédatifs qui peuvent légèrement endormir. Donc déjà, il faut faire attention avec ces médicaments. Le plus souvent, la conduite est déconseillée avec ce type de médicament qui peut ralentir les réflexes, voire chez certaines personnes sensibles, complètement faire dormir. C'est tous les médicaments que vous connaissez sûrement qui finissent par PAM, oxazépam, diazépam, bromazépam, lormétazépam, il y en a une tripotée. On les connaît plus souvent sur leur nom commercial. On connaît très bien le Xanax, on connaît bien le Valium, le Lexomil, hein, qui sont des médicaments qui ont été très 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 utilisés. La France est un grand prescripteur d'anxiolytiques. Il y a aussi des médicaments qu'on appelle apparentés benzodiazépines, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes molécules, mais ils leur ressemblent. Et ça, c'est des médicaments qu'on utilise pour dormir. Le zolpidem, l'azopiclone, le Stilnox, qui sont des médicaments pour faire dormir et qui en fait ont le même mécanisme sur le cerveau d'apaisement, de sédation et qui entraînent effectivement une dépendance très importante. Ça, c'est des médicaments qui sont utilisés sur des ordonnances sécurisées par le médecin, des ordonnances qui doivent être écrites en toutes lettres et qui durent au maximum de 28 jours. En France, on est des grands prescripteurs d'anxiolytiques. 20% de la population, une personne sur 5 a déjà eu une prescription de benzodiazépine. Dans 60% des cas, c'est des femmes. C'est typiquement des médicaments qui sont prescrits quand on a un événement traumatique de vie, un trouble du sommeil, des crises d'angoisse, une dépression parfois pour passer un cap. C'est des médicaments qui sont des bons médicaments pour passer un cap. Quand effectivement on vit un traumatisme, on peut avoir besoin d'une béquille de ce type, mais qui sont des mauvais médicaments quand leur prescription elle est prolongée au-delà d'un certain délai, tout simplement parce que le syndrome de sevrage qu'ils vont entraîner, la dépendance qu'ils vont entraîner des symptômes qui sont l'anxiété, l'humeur dépressive, parfois des idées suicidaires. Et donc en fait, le médicament, en lui-même, il va entraîner des symptômes qu'il traite lui-même et c'est le risque de rentrer dans la spirale de l'addiction. On en parlait, ces médicaments, c'est des bons médicaments quand ils sont prescrits la façon la plus courte possible. Donc on dit souvent moins d'un mois. Et malheureusement, les benzodiazépines, la moitié des gens qui en prennent depuis plus de 2 ans. Quand on prend une molécule de ce type depuis plus de 2 ans, même si on n'est pas dans une thématique de mauvais usage du médicament, même si on ne recherche pas la dépendance, le cerveau, il va forcément s'habituer, il va forcément devenir physiquement dépendant, et ça, c'est sans aucun jugement sur la mentalité de la personne. Il va forcément y avoir des effets, et donc il faut être extrêmement vigilant à ce niveau-là. Les effets d'un usage prolongé de ces anxiolytiques, ça peut être des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, de l'angoisse, un risque plus élevé d'addiction associée. Il y a un risque fort élevé d'association entre les benzodiazépines et l'alcool et tout simplement une perte d'effet. C'est-à-dire que ma problématique psychologique, par exemple, elle est toujours là. Mais les anxiolytiques, ils fonctionnent plus parce que j'en ai pris pendant trop longtemps. Donc, je souffre psychologiquement et en plus, je suis dépendant à un médicament. Le risque aussi, c'est qu'il y a une dépendance à ce médicament et mon médecin arrête de me le prescrire parce qu'il n'est plus justifié. Donc, malheureusement, je suis dépendant et donc je vais essayer d'en obtenir illégalement. Vous seriez surpris de voir la façon dont on peut obtenir des médicaments. Et ça, c'est des situations qui concernent tout un chacun, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quelle que soit la classe sociale. Je vais avoir besoin d'augmenter les doses, donc je vais obtenir autrement mon médicament, le mésuser, le voler, etc. Et il y a un risque, à force d'augmenter les doses du médicament pour avoir le même effet,
de faire une intoxication aiguë, c'est-à-dire de m'endormir, d'être très sédatée, d'avoir un accident, voire de mourir. Comment on évite la dépendance avec ce type de médicament? Donc tout simplement avec une prescription qui est très vigilante. Donc bien évidemment, c'est un médicament qui ne doit pas être pris en automédication, qui ne doit pas être partagé, qui doit être prescrit par un médecin en prenant bien garde aux interactions qu'il peut avoir, au terrain qu'il peut avoir, qu'on a vu tout à l'heure, qui peut être un terrain favorisant la dépendance. Et en fait, c'est des médicaments qui, dès qu'ils sont débutés, on doit déjà prévoir l'arrêt. On doit informer le patient que c'est des médicaments qu'il faut prendre le plus court possible, en étant avec la dose minimale efficace, donc la dose la plus petite possible, la moins forte, pendant 28 jours au maximum, idéalement si on recherche un effet pour dormir ou pour se sédater. Si c'est un effet anxiolytique, ça veut dire contre l'anxiété, et donc c'est des prises qui sont ponctuelles, par exemple quand on fait des crises d'angoisse, donc pas tous les jours, on peut aller jusqu'à 12 semaines de prescription. Mais effectivement, après, il faudra être extrêmement vigilant. C'est des médicaments qui ne doivent pas être associés entre eux. Je ne peux pas prendre du Xanax et du Lexomil et un somnifère. Il faut faire très attention à ces associations-là. Et il faut re-questionner le traitement à chaque fois. C'est-à-dire que ça, c'est pour les médecins qui envoient des ordonnances comme ça. Se questionner pourquoi ce traitement il est encore là, quels sont ses effets, quel est son rôle, quelle est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Ça vaut toujours le coup de questionner tous les médicaments. Rien n'est à vie en médecine. Les situations changent, les personnes changent, les indications changent. Le médicament, il doit être suivi, idéalement par le même médecin pour qu'il connaisse le patient. Et le patient, il faut lui expliquer, il faut l'informer. Les gens sont très capables de comprendre les limites de ces médicaments-là et n'ont pas besoin d'être tenus dans le secret. Si jamais c'est un médicament qui a été utilisé pendant trop longtemps ou à des doses trop importantes ou dans une mauvaise indication, on fait ce qu'on appelle un sevrage. Ça se passe progressivement. La plupart du temps, ça se passe très bien. Ça peut être fait à la maison avec le médecin traitant ou à l'hôpital dans certains cas, s'il y a beaucoup de pathologies associées, s'il y a d'autres problématiques, si les doses sont très importantes. Et donc, en fait, on diminue très progressivement le médicament. Parfois, on va faire sur des moitiés, sur des quarts, étaler sur plusieurs semaines pour que le cerveau, tout simplement, se déshabitue progressivement de ce médicament. Encore une fois, c'est des médicaments qui ont été prescrits pour traiter des pathologies de fond. Et du coup, il faut aussi soulager la pathologie de fond. Typiquement, si on a un trouble anxieux, mettre en place une psychothérapie. Si on a une pathologie dépressive, mettre en place un traitement antidépresseur qui, lui, ne sera pas à risque de dépendance psychologique parce qu'il n'agit pas sur le circuit de la récompense. Donc, traiter la cause et soulager de ces traitements-là. Dans les cas les plus graves, quand on devient dépendant à un médicament, il y a des mesures qui peuvent être mises en place. Donc nous, c'est ce qu'on appelle des mesures de surveillance ou de délivrance. C'est s'assurer que les ordonnances sont toujours faites par le même médecin pour éviter qu'il y ait plusieurs médecins qui prescrivent des médicaments qui peuvent interagir entre eux. Les médicaments doivent être délivrés par la même pharmacie. Donc pour éviter pareil qu'il y ait des ordonnances qui soient prises en plusieurs fois. On peut faire des contrats de soins soit avec le médecin, soit même avec la sécurité sociale pour éviter que la personne dépendante aille acheter trop de médicaments et aggrave sa dépendance. Heureusement, et là du coup c'est l'instant rassurant, quand on fait de l'automédication, on n'a pas un risque de dépendance qui est systématique, voire même il est rarissime, mais il faut être très vigilant par rapport aux médicaments dont je vous ai parlé. Même les médicaments dont je vous ai parlé, c'est des médicaments qui sont utiles, qui ont des indications et qui, bien utilisés et bien suivis, ne sont pas à risque de dépendance quand on est vigilant, quand on respecte les délais, quand on respecte les doses. Tous les médicaments actifs sur notre système nerveux central, donc sur notre cerveau, ne sont pas à risque des dépendances. Par exemple, tous les médicaments antidépresseurs ne sont pas à risque des dépendances. C'est des traitements de fond qui agissent sur la pathologie dépressive, qui ne sont pas des traitements de crise et qui, eux, permettent de passer le cap de la dépression, de soigner la dépression et qu'on arrête ensuite assez facilement quand l'épisode est passé. Encore une fois, avoir peur de voir réapparaître des symptômes à l'arrêt d'un traitement, par exemple une douleur quand on a été prescrit pour des douleurs
d'arthrose rhumatismale, etc., c'est normal d'avoir peur d'arrêter le traitement. On a peur que la douleur revienne. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dépendant. C'est pas un signe de sevrage. Mais effectivement, parfois, il y a des traitements qui peuvent être assez difficiles d'arrêter sans qu'on soit dans les critères de la dépendance. Tout simplement, il n'y a pas de retentissement sur mes finances, sur ma famille, sur mon travail. J'ai pas de besoin irrépressible de prendre le produit. Et encore une fois, une habitude à un traitement, un attachement. Parfois, ça arrive d'être attaché à un traitement qui est efficace chez nous. Mais quand pour une raison X ou Y, il n'y a plus ce traitement, il est génériqué, il est plus fait ou il est en rupture de stock, il peut y avoir une vraie souffrance parce que on avait un certain effet qui était lié à cette molécule. Ça nous manque. Parfois, un effet placebo. Ça marche beaucoup quand même avec les enfants, certaines formes sous sirop, etc. C'est un effet qui est réel et qui est bénéfique, hein, faut pas le nier. Et tout ça, c'est pas des risques de dépendance. Donc vraiment, en cas à la moindre question, il faut pas du tout hésiter à solliciter votre médecin, à poser vos questions, à être vigilant. Les médecins sont là pour ça. Les sites internet comme le Vidal, etc., ils parlent quand même très bien des risques des médicaments. Et si vous avez une inquiétude par rapport à un usage médicamenteux ou non, un produit ou un comportement, il ne faut pas hésiter à solliciter un médecin, un généraliste, un addictologue ou les numéros de téléphone qui sont dédiés à ça, comme Drogue Info Service, etc. Plus facilement, vous pouvez solliciter toutes les professionnels de soins qui sont autour de vous. La dépendance est une situation qui concerne beaucoup plus de gens qu'on en pense, que ce soit à l'alcool, à des produits légaux ou illégaux, aux médicaments, aux comportements, aux écrans, etc. Les pharmaciens sont formés, la plupart des médecins traitants sont formés. Il existe des médecins addictologues qui exercent en libéral ou en hospitalier. Il existe des centres d'accueil pour les problématiques addictologiques qu'on appelle les XAPA, qui sont gratuits et présents dans toutes les grandes villes, la plupart du temps avec des rendez-vous assez rapides. Il y a des numéros de téléphone, Drogue Info Service, Alcool Info Service, qui sont aussi des sites internet avec des forums qui sont extrêmement intéressants. Si vous avez des questions pour vous ou pour des proches, que vous avez besoin de partager des situations qui vous inquiètent. Et enfin, il y a un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle Addicted. Donc, je vous mets une petite image sur la page d'après et qui reprend en fait toutes les problématiques addictives, qui est un site fait par des professionnels de la MILDECA et un site national avec des conseils, des forums, des focus sur certains points et notamment des sites qui peuvent des personnes qui peuvent vous aider autour de vous. Et il y a des tests qui sont très bien faits pour évaluer si je suis dans une problématique addictive ou non, que ce soit par rapport aux médicaments, aux drogues, au tabac, aux écrans, aux jeux. Effectivement, je pense qu'on a tous déjà rencontré dans notre vie une problématique addictive, que ce soit chez nous ou chez des proches. Et on a tous des visions et des idées, parfois des idées reçues, parfois des vraies idées autour des problématiques. Et ça fait toujours du bien de se documenter. Bon, j'ai parlé assez vite, donc on a un petit peu plus de temps que prévu pour les questions. J'avais prévu un quart d'heure, on va pouvoir avoir le temps d'aller un peu plus loin. Avant de passer aux questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser dans le petit onglet avec un point d'interrogation qui est en bas. Sur le chat, je vous remets le questionnaire à nouveau pour l'évaluation de la formation à remplir plus tard. Et je vais prendre les questions au fil de l'eau en fonction de celles qui ont été posées. N'hésitez pas à en poser au fur et à mesure de mes réponses. On va aller jusqu'à 14h avec les questions, c'est très intéressant. Donc j'ai une question. Y a-t-il un risque addictif de prendre des médicaments à base de plantes pour améliorer son sommeil? Donc c'est une très bonne question. Effectivement, quand on a des troubles du sommeil, les troubles du sommeil, c'est une vraie réalité pour beaucoup de gens et c'est très handicapant. C'est pas du tout à négliger. Les somnifères dont on parlait, le Stilnox, etc., ça peut être des médicaments qui peuvent être utiles, par exemple, pour passer un cap. Si j'ai un trouble du sommeil qui est lié à un stress intense, qui est lié, par exemple, à une intervention chirurgicale qui va avoir lieu, etc., ça peut être utile pendant quelques jours. Si c'est un trouble qui est plutôt de l'ordre
de l'anxiété, d'une problématique, il faut traiter cette problématique. Donc tout ce qui est psychothérapie, ça marche très bien. Et effectivement, il y a pas mal de médicaments de phytothérapie à base de plantes qui fonctionnent, qui n'ont pas de risque de dépendance. Et donc ça vaut toujours le coup de les utiliser. J'ai vu qu'il y a une question dans les suites sur la mélatonine, donc j'y réponds sur le même mode. La mélatonine, souvent dans ces comprimés à base de plantes, de phytothérapie, il y a parfois de la mélatonine, parfois non. Donc moi, j'utilise beaucoup la mélatonine avec mes patients, tout simplement parce que la mélatonine, c'est une hormone qui est produite naturellement dans le cerveau. Donc il n'y a pas de risque de dépendance, c'est une hormone naturelle. C'est l'hormone dans notre cerveau qui permet de nous dire c'est l'heure d'aller se coucher. C'est une hormone qui est sécrétée quand le soleil se couche naturellement. Normalement, on est des animaux, on est censé aller se coucher quand le soleil se couche. Je suis d'accord qu'au mois de novembre, c'est un petit peu dur. Donc en général, on a décalé notre rythme et prendre de la mélatonine, ça peut aider à recaler nos rythmes, éviter les insomnies, des difficultés pour s'endormir ou à contrario, éviter les réveils précoces le matin. La mélatonine, c'est une bonne molécule à faire en cure de 1 mois parce qu'après, en fait, elle est censée redonner le signal à votre cerveau. Si l'insomnie, elle persiste après 1 mois de phytothérapie ou de mélatonine, ça vaut le coup d'aller consulter un médecin pour voir s'il n'y a pas une autre problématique à traiter derrière. Alors, du coup, les questions apparaissent à l'envers, donc je vais essayer de ne pas en rater. Donc, je vais essayer de remonter au début. Donc, la dictologie aux écrans, un grand problème d'actualité. Je pense qu'il y a eu ou il y aura peut-être une conférence dédiée au sujet. Alors effectivement, s'il y a une vraie inquiétude sur une addictologie, sur une dépendance aux écrans, ça peut être très handicapant. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question pensait à des adultes ou des adolescents ou des enfants, souvent on voit. Mais effectivement, on peut se faire aider pour ces thématiques-là. La première chose à faire, ça peut être d'essayer de mettre un cadre à l'utilisation des écrans, par exemple des heures d'utilisation, des temps d'utilisation, d'observer son comportement et de voir si le comportement peut être maîtrisé ou non. Et à ce moment-là, d'essayer d'avancer et d'en parler effectivement à un médecin. Je prends une autre question qui est: est-ce grave d'utiliser un médicament de notre pharmacie personnelle qui a une date de péremption dépassée? Alors grave, c'est un bien grand mot. La plupart du temps, ça va être inefficace. Et après, il peut y avoir aussi des signes, enfin, on peut utiliser, non seulement il est inefficace, mais en plus, il a une intolérance digestive, on va être malade. Et en plus, du coup, la médicament pour lequel la maladie pour laquelle on prend, elle va pas être traitée. Donc, ça vaut pas trop le coup. Alors, du coup, là, il y a une question sur les motifs de l'automédication. Je pense qu'elle a été posée, du coup, avant qu'on en parle dans la présentation. Mais effectivement, vous pouvez voir que les plus fréquents, ça reste le rhume, la gastro-entérite, les douleurs, les problématiques de peau ou de dents, les troubles du sommeil et les troubles digestifs comme la constipation ou la diarrhée. Les observations faites s'appliquent-elles à l'automédication par aromathérapie? Alors, c'est comme la phytothérapie, on ne parle pas forcément d'automédication parce que ce ne sont pas des médicaments. Pour la plupart, ils n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché, donc ils n'ont pas été évalués comme des médicaments. Même s'il y a des principes actifs, ils n'entrent pas dans cette catégorie-là. Mais effectivement, l'aromathérapie, alors moi je suis pas une spécialiste, mais il y a des contre-indications et il y a des interactions qui le plus souvent sont écrites. Je pense notamment aux femmes enceintes. Donc du coup, effectivement, il faut respecter les contre-indications et les mesures de prévention dans ce cadre-là. Alors, j'ai vu plusieurs questions sur les compléments alimentaires. Effectivement, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut se questionner sur ce qui est contenu dans le complément alimentaire. Alors, je connais pas la gamme RJ, mais il faut voir ce qu'il y a dedans. Mais effectivement, il peut y avoir des dépendances. Alors, des mésusages, en tout cas, des dépendances, ça dépend du principe actif qui est contenu dedans. Mais par exemple, il y a des compléments alimentaires ou des molécules actives, je pense aux médicaments qui peuvent avoir un effet laxatif, par exemple, qui peuvent être utilisés avec un mésusage. Il faudrait aller plus loin sur cette question, mais si vous avez une question vraiment précise, il ne faut pas hésiter à en parler à votre pharmacien. Il n'y a personne qui connaît mieux les médicaments que votre pharmacien. Et le plus souvent, ils sont quand même très contents de fournir ces conseils-là.
Alors, peut-on prendre de la glucosamine sur un long terme pour soulager des douleurs au genou? Alors la glucosamine, c'est un médicament que j'utilise pas au quotidien, mais je vois à peu près, dans quel usage il est utilisé. Effectivement, c'est un médicament qui peut être utilisé au long terme, s'il est bien toléré et s'il est efficace. Faut voir l'origine de la douleur, hein, si c'est une douleur, chronique ou si c'est une douleur aiguë et voir s'il y a une nécessité, de la traiter par autre chose, mais pourquoi pas. Encore une fois, tous les médicaments sont pas à risque de dépendance et avoir, besoin d'utiliser un médicament sur le long terme ne veut pas forcément dire qu'on est dépendant. Il y a des traitements qu'on peut avoir besoin de prendre pendant très longtemps, voire pendant toute sa vie, parce qu'ils sont indiqués, et on n'est pas de l'ordre de la dépendance. Nous transmettrez-vous par email les planches diffusées pendant la conférence? Alors ça, je pense qu'elles seront transmises par les personnes qui ont coordonné la conférence. En tout cas, moi, je les ai fournies. Donc, il ne faudra pas hésiter à les relancer. Pourquoi tant d'utilisateurs de benzodiazépines en France? Donc, c'est une excellente question qu'on peut se poser au quotidien. Je pense que il y a eu une forte prescription, tout simplement parce que c'est des médicaments qui marchent. Et donc, en fait, les médecins français sont forts prescripteurs parce qu'ils ont envie de soulager leurs patients. Et du coup, on n'a pas forcément eu conscience ou connaissance au début des problématiques. Euh, Aux États-Unis, vous avez entendu parler de la crise des opiacés avec des nombreuses dépendances aux médicaments opiacés. Mais c'est pareil, à la base, c'est des médicaments qui ont été prescrits pour soulager les gens. Les benzodiazépines, c'est des médicaments qui ont été prescrits pour soulager les gens. On est un pays où les anxiolytiques sont remboursés et la psychothérapie, le suivi par un psychologue, pas aussi bien que ça. Donc peut-être que du coup, pour certaines personnes, c'était plus compliqué d'être suivi et d'être aidé. Et du coup, le médicament était là, était présent et il a substitué un peu à ça. Mais effectivement, la France est un des grands prescripteurs de benzodiazépines, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour limiter ces prescriptions. On est sur une très bonne dynamique. Les médecins sont tous formés. Maintenant, les gens sont très vigilants. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait effectivement beaucoup de prescriptions. Une question sur la date de péremption. Alors là, c'est largement dépassé. Alors, les médicaments à risque de dépendance, même périmés, ils sont toujours à risque d'entraîner une dépendance. En fait, des médicaments périmés, c'est vraiment des médicaments qu'il faut ramener à la pharmacie parce que au mieux, ils sont inefficaces, au pire, ils peuvent être même toxiques. Mais en tout cas, la molécule active, si elle est présente, il y a toujours un risque de dépendance. Alors, l'automédication n'est-elle pas favorisée par l'absence de pharmacie dans les petites communes et les déserts médicaux? Complètement. L'automédication, en fait, c'est un processus actif, hein. Les autorités l'ont encouragé parce que du coup, effectivement, il y a des zones, mais même des zones dans des grandes villes hein, maintenant, hein, où les personnes mettent beaucoup de temps à avoir un rendez-vous, à accéder à une pharmacie, à avoir les conseils qu'il faut. Donc, c'est quelque chose qui a été encouragé pour pouvoir soulager les personnes. Et c'est un bon outil quand on respecte les risques et les indications. Quel médicament prendre avant de prendre l'avion pour éviter d'être angoissé? Donc ça, c'est une très bonne question. Alors typiquement, là, il y a plein de réponses qui peuvent s'appliquer. Euh, Quand on est angoissé de prendre l'avion, donc déjà, je connais pas la personne, mais il faut voir dans quelle mesure, c'est-à-dire est-ce que c'est totalement limitant, est-ce que c'est une angoisse qu'on arrive à dépasser. Moi, dans un premier temps, en fonction de la situation, je conseillerais déjà tout ce qui est phytothérapie, hein, le phytose, etc., ça fonctionne. Et après, il y a tout ce qui est thérapeutique, donc faire une thérapie avec un psychologue. On peut en 3 ou 4 séances faire des thérapies de gestion du stress, de désensibilisation quand on a une phobie. Et enfin, en dernier recours, effectivement, pour le coup, la peur de prendre l'avion, ça peut être une indication à une benzodiazépine, comme quoi on peut se contredire, mais justement parce que a priori, on prend pas l'avion tous les jours pendant plusieurs mois, donc ce sera l'affaire de prendre une fois un comprimé pour cette angoisse-là, et ensuite on peut profiter de ses vacances. Le problème avec les benzodiazépines, vous l'avez bien compris, c'est quand on en prend tous les jours, régulièrement, qu'on augmente les doses, mais quand c'est des angoisses uniques, ponctuelles, ça peut être une indication à discuter avec votre médecin.
Question sur les addicts aux écrans. Ah, les petits-enfants. Il n'y a pas que les petits-enfants, hein, je connais des grands-parents qui sont addicts aux écrans. Effectivement, plus c'est tôt, plus c'est à risque. C'est très sérieux quand ils disent pas d'écran avant 3 ans. Le cerveau, il est pas du tout assez mature pour gérer les écrans et alors après, même dans l'enfance jusqu'à 14-15 ans, des écrans qui doivent être limités. Ce qu'il faut faire très attention, c'est la passivité devant l'écran baby-sitter, l'écran, récompense, donc avec des stimulations, de type, clic, enfin clic et jeu et cetera. Et puis, tout simplement, en tant que grand-parent, bah, les règles, le cadre, les limitations horaires. Dans les écoles maintenant, ils font beaucoup de formations pour être vigilants là-dessus. Et ensuite, s'il y a vraies inquiétudes pour les petits-enfants, faut pas hésiter à solliciter, des pédopsychologues, des accompagnateurs sur ce thème. La mélatonine, elle est efficace par voie orale, hein, en comprimé. Il y a plusieurs formes, je vous citerai pas toutes les marques, mais dans plusieurs produits de phytothérapie, il y en a. La molécule, c'est le circadin, elle peut être prescrite par un médecin. Et effectivement, elle est efficace. Pour l'instant, elle a l'indication, il me semble, après 55 ans dans tous les cas, mais le médecin peut choisir de la prescrire pour les plus jeunes également. Est-il possible de prendre des vitamines si nous prenons un traitement pour la tension? Donc là, c'est des cas particuliers. Il y a plusieurs traitements pour la tension qui existent. Il faudrait voir en fonction de votre traitement. Dans l'absolu, il n'y a pas de contre-indication, mais parfois, il faut être assez vigilant et lire la notice et le mode d'emploi, parce qu'effectivement, certaines molécules qui peuvent paraître inoffensives peuvent avoir des interactions avec des traitements pour l'hypertension. Je pense par exemple, vous voyez la réglisse, on sait que ça fait monter la tension. Il y a des plantes comme le millepertuis qui peuvent interagir avec les médicaments parce qu'ils en changent le métabolisme. Donc il faut bien lire la notice et éventuellement demander conseil à votre médecin. Alors, on va arriver sur les dernières minutes. Je vais prendre les dernières questions. Alors, la gémothérapie contenant de la sauge pour traiter les effets de la ménopause. Donc, alors, je connais pas très bien la gémothérapie, mais la sauge, du coup, c'est un peu comme la phytothérapie. La gémothérapie, il me semble que c'est les bourgeons des plantes. Donc, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de risque avec la sauge. Et pas d'interaction connue. Donc, effectivement, si ça soulage, ça vaut toujours le coup de le prendre. Et le fentanyl a-t-il été introduit en France? Alors, le fentanyl, il a l'autorisation en France, mais c'est un traitement, donc c'est un traitement à base de dérivés morphiniques qui a été fortement mésusé aux États-Unis, comme l'oxycodone. Et en fait, c'est des médicaments qui existent aussi en France, mais qui sont assez peu prescrits, qui sont prescrits pour les douleurs très importantes, souvent dans le cadre d'un cancer ou en fin de vie, etc., avec des réglementations qui sont aussi très strictes. C'est pareil, les ordonnances sécurisées, 28 jours, etc. Et donc, on n'a pas la même problématique addictive sur ces molécules-là, bien qu'elles existent, hein, mais c'est quand même assez rare, qu'aux États-Unis. Mais effectivement, c'est un point de vigilance important pour les addictologues et pour les autorités. Je vais conclure sur les questions. N'hésitez pas si il y a une dernière question sur la mélatonine. Effectivement, la mélatonine, elle peut avoir des effets secondaires comme toutes les molécules. À partir du moment où il y a un effet thérapeutique, il y a des effets secondaires. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter. Souvent, la première prescription, c'est mieux que ce soit une prescription par un médecin. Sinon, si c'est en médicament d'automédication comme dans la phytothérapie, bien lire le mode d'emploi. Il me semble que l'effet secondaire principal de la mélatonine, du coup, ça va être l'endormissement et la sédation, parce que c'est quand même un médicament pour la raison pour laquelle on le prend. Donc effectivement, ne pas prendre par exemple avant de faire un long trajet en voiture ou des choses comme ça. Voilà, donc la présentation touche à sa fin. Je vous renvoie une dernière fois le questionnaire. Ça, je serais sûre de l'avoir envoyé, de ne pas l'avoir oublié. Je vous remercie pour votre attention et pour vos questions qui étaient très pertinentes. Je suis très contente d'avoir fait cette présentation. N'hésitez pas à faire remonter vos commentaires ou vos suggestions, ce sera toujours très intéressant. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup.